Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires. Christophe Béchu, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Grève à la SNCF. Comment qualifiez-vous? Alors, grève à partir de ce matin, pendant 4 jours, en pleine vacances scolaires. Comment qualifiez-vous cette grève des contrôleurs SNCF en pleine vacances scolaires? Est-ce de la provocation? D'abord, merci de rappeler que ce n'est pas toute l'entreprise qui se met en grève. Ce sont les contrôleurs appartenant aux syndicats Sudrail et CGT. Je considère que empêcher des centaines de milliers de Français de partir en vacances, de se retrouver, de pouvoir vivre ces moments qui sont importants, qui sont des temps de respiration. Non pas pour la défense de mesures sociales, mais de mesures catégorielles. Une prime mensuelle plus élevée. Ça n'est pas un service à rendre à la SNCF, ça n'est pas un service à rendre à leurs collègues, et ça n'est ni digne, ni responsable. Ce n'est ni digne, ni responsable. Oui, je veux insister sur ce point. Vous savez, je pense qu'il y a énormément de cheminots qui ont beaucoup de mal à comprendre que des organisations syndicales de cette maison décident de ce mode d'action à ce moment-là. Le sujet, c'est pas le droit de grève, c'est son éventuel abus. Le sujet, c'est pas d'avoir le droit de contester, de demander, de revendiquer. C'est la façon et le moment où vous le faites. Aujourd'hui, dans notre pays, nous savons qu'on a besoin d'augmenter l'offre ferroviaire, le nombre de trains, d'améliorer la ponctualité des trains, de remettre de l'argent sur le réseau. Et faire passer ce type de message, sincèrement, c'est marquer un but contre l'équipe du ferroviaire, contre l'équipe de la décarbonation, contre la SNCF. Travailler est un devoir, disait le Premier ministre hier. Encadrer le droit de grève dans les transports publics pendant les vacances scolaires, est-ce envisageable? Je ne veux pas entrer là-dedans pour 2 raisons à ce stade. Un, il y a un dialogue théorique. À ce stade? Oui, chaque mot compte, et je sais que vous y êtes attentif. Oui, ce que je dis, c'est il y a un dialogue, il y a un mouvement dont je veux croire qu'il va être extrêmement rapide et que la raison va rapidement revenir dans un contexte où le président de la SNCF n'est pas resté inactif. Il a fait des propositions, il y a eu des primes qui ont été proposées, beaucoup de choses qui ont bougé. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a eu au cours de ces derniers mois beaucoup d'avancées. 2, ceux qui font le plus la publicité de la nécessité de réfléchir à une évolution du droit, c'est ceux qui non pas usent du droit de grève, mais qui en abusent. Et je le redis, c'est une chose de défendre des mesures sociales, c'en est une autre de donner le sentiment que pour des mesures catégorielles, vous pouvez bloquer des départs en vacances. Dans un moment comme celui-là, on a eu ce débat le 24 décembre. Est-ce qu'il faut aménager le droit de grève alors? Je dis aménager, j'emploie ce mot, mais il y a par exemple une proposition de loi au Sénat qui dit que le gouvernement pourrait avoir à sa disposition 60 jours d'interdiction de droit de grève dans l'année et utiliser ces 60 jours au moment des vacances, par exemple, pour éviter la situation que nous sommes en train de vivre. Ça m'a évidemment pas échappé que le groupe centriste du Sénat avait déposé cette proposition. Et ça émane du groupe centriste. Oui. De gens qui sont plutôt modérés. Oui. Et qui témoignent par ce dépôt de proposition de loi d'une forme d'exaspération. Vous savez, elle a été déposée hier en fin d'après-midi. Et pour être très honnête, j'en ai vu le titre, pas le contenu. Et j'ai pas l'habitude, uniquement sur la base d'un titre, ni de m'engager à titre personnel d'aller plus loin. Restreindre le droit de grève, je dis restreindre maintenant, j'emploie un autre mot, en période de vacances. Pendant les Jeux Olympiques, il y a aussi un député Renaissance que vous connaissez, qui s'appelle Carl Olive, qui dit il faut interdire les grèves dans les transports pendant les Jeux Olympiques. C'est ce qu'il propose. Écoutez, à chaque fois qu'on a une grève, on a maintenant le marronnier potentiel de se poser la question de savoir si on doit légiférer. Ce que je dis, de manière très simple et très calme ce matin, c'est que si certaines organisations syndicales pensent que c'est en multipliant des grèves pour des motifs dont l'opinion pense à raison que ce sont davantage des sujets catégoriels que des sujets d'intérêt général ou grand public, nous ne pourrons pas faire l'économie de ces questions. Mais à la minute où nous nous parlons... l'économie de ces questions, ça veut dire réfléchir à un aménagement du droit de grève. Monsieur Bourdin, ça veut dire ce que ça veut dire.
Oui. Je dis ce matin, Ce que je viens de dire. de façon très calme, très posée, le sujet, ce n'est pas le droit de grève, c'est le fait de savoir jusqu'où on n'en abuse pas. Et quand on l'exerce. Et ça a évidemment un impact sur le moment. Je dis aussi qu'il ne faut pas aller faire de la SNCF bashing sur ce sujet. On est sur une petite minorité qui utilise le moment dans lequel nous sommes pour essayer de faire avancer des revendications catégorielles. Je ne souhaite pas, franchement, qu'on jette l'opprobre sur la totalité d'une entreprise qui est en ce moment en train, dans des travaux, dans des régénérations d'avancées. Et au quotidien, ma responsabilité, elle est davantage de regarder comment on met fin à des anomalies de retard sur une ligne comme Paris-Clermont, comment on est capable de réinvestir dans des petites lignes, comment on investit sur des RER métropolitains. Le gouvernement s'est engagé en 2023 à mettre 100 milliards d'euros. C'est pas le gouvernement, ce sont les Français, les contribuables, vous, moi, tout le monde, à dire il faut un nouveau pacte ferroviaire dans ce pays. Que certaines organisations syndicales prennent la responsabilité pour des motifs catégoriels d'abîmer l'image de l'entreprise, ça n'est pas responsable. Et pour garantir la liberté de circulation, il va falloir peut-être un jour ou l'autre aménager le droit de grève. Pardon, vous le pensez ? J'ai parfaitement entendu votre opinion et je serais ravi que vous me réinvitiez dans quelques mois pour évoquer le sujet. J'ai été très clair sur le sujet, Monsieur Bourdin. Oui. Bon. Christophe Béchu, oui. Vous êtes un peu échappé là. Bon, Christophe Béchu, je vais parler d'autre chose. Je vais parler des voitures électriques en France et je vais penser aux classes moyennes. Les voitures électriques. Alors, regardons les faits. D'abord, regardons la réalité. Depuis janvier, les ventes de voitures électriques sont en train de baisser. Vous avez vu les chiffres ? Vous confirmez ces chiffres ? Je n'ai pas tout à fait la même lecture. Bon, d'accord. Bon, oui, enfin... mais je vais vous répondre de façon très précise dès que j'aurai compris la question. D'accord, dès que vous avez la question. Interdiction d'immatriculation de véhicules neufs thermiques en 2035. Faut-il accorder un délai supplémentaire ? Alors, non. Non, il n'y aura pas de délai supplémentaire, on va pas, je sais pas, on dit 2035 aujourd'hui, on pourrait dire 2040, non. Non, je vais vous dire pourquoi. Je pense que l'Europe a bien fait prendre ses décisions. Il est bon ton de taper sur l'Europe sur des décisions. Quelle était la situation il y a encore 2 ou 3 ans ? Un marché de l'électrique qui, aux États-Unis et en Chine, s'appuyait sur des constructeurs et des constructeurs européens qui, pour la plupart, continuaient à faire du thermique. Le signal envoyé par l'Union européenne de dire il faut investir sur l'électrique porte ses fruits. Les chiffres de vente des immatriculations de voitures électriques. Il a progressé en 2023 tous les mois. On a commencé en janvier dernier à 12, on a terminé à 20. Nous repartons en janvier à 16. Mais le mois de janvier, traditionnellement, est un mois où la part des ventes de véhicules thermiques est plus élevée. Donc oui, on a moins vendu de voitures électriques en janvier qu'en décembre, mais quand je compare janvier 24 à janvier 23, j'ai 25% d'immatriculation électrique en plus. Ben voilà une bonne nouvelle. Et dans le même temps, Jean-Jacques Bourdin, nous avons eu au cours de ces 6 premières semaines de l'année le succès incroyable du leasing. J'allais y venir. Je m'en doute. Alors, ce leasing, tiens, puisque vous me parlez du leasing, voiture électrique à 100 € par mois, c'est fini depuis mardi, ce leasing, on est bien d'accord. Plus de 50 000 commandes validées. Vous confirmez tous ces chiffres. Parfaitement. Première vague, donc. Est-ce qu'il y aura une autre vague de leasing en 2024 ? La question se posera en toute fin d'année. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura d'autres vagues de leasing. Donc en 2025, la question se posera en fin d'année. Ça veut dire que dès janvier 2025, nouvelle vague de leasing. Alors, le candidat Emmanuel Macron a promis dans le cadre de sa campagne électorale qu'il y aurait au moins 100 000 leasing de véhicules électriques. Cette promesse sera intégralement tenue. Donc il y aura une autre vague. On imaginait que la première vague ferait 25 000. On a fait une première vague à 50 000 compte tenu de son succès. On sait qu'à la fin de l'année, il y aura de nouveaux modèles, notamment produits par Renault, comme la R5, qui vont sortir. Bien sûr. On sait que d'autres constructeurs, précisément compte tenu du succès, font en sorte de travailler à des modèles. Notre objectif, je vous le rappelle, c'est de soutenir l'industrie automobile française et européenne. Puisque seuls les véhicules qui sont produits en France et en Europe sont éligibles dans le cadre de ce bonus. On souhaite donc, avec les constructeurs, qu'une deuxième vague puisse se préparer. Ça va être aussi l'occasion de faire le bilan exact de cette première vague. Qu'est-ce qu'on a bien réussi ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut bouger ou moraliser ? Donc deuxième vague, début 2025. Toute fin d'année 2024 ou début 2025, il y aura une deuxième vague. Il y aura une deuxième vague, fin 2024, début 2025. Bien. 4 000 €, le bonus écologique de base a baissé à 4 000 €. Il est passé de 5 000 à 4 000. Et il est resté pour les 50% les plus modestes à 7 000 €. Je pense aux classes moyennes. Quelles sont les aides pour les classes moyennes ? Elles sont précisément celles-là. Elles sont de 4 000 € auxquelles vous ajoutez, si vous faites en plus un changement de véhicule, une prime à la conversion qui varie en fonction des revenus et qui varie entre
5 000 et 1 500 euros Elle ne en fonction bougera de pas votre cette situation. prime à la conversion. Elle a été, elle aussi, rabotée de 1 000 euros dans un contexte où c'est pour on ça a que je aujourd'hui... dis ça. Parce que on rabote ces aides. On les rabote dans un contexte, Jean-Jacques Bourdin, où le prix moyen des voitures électriques est aussi en train d'être raboté ou baissé. Au moment où l'Allemagne a totalement supprimé ses aides aux voitures électriques, il y avait des aides qui étaient de 3 000 et de 4 500 euros, elles ont été supprimées au 1er janvier en prenant prétexte aussi de la baisse des prix et du fait que le soutien de l'État n'était plus aussi nécessaire. Nous, on est sur une politique d'accompagnement dans lequel, pour assurer l'augmentation de l'électrification du parc, on assume de baisser au fur et à mesure les aides, mais en maintenant des aides identiques pour la moitié des Français les moins aisés. La fast fashion, ça m'intéresse beaucoup parce que je le vois partout, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a des placards publicitaires partout, les vêtements à bas prix et de qualité médiocre, bien souvent importés d'Asie. Vous voulez freiner cette frénésie de consommation de vêtements à bas coût? Comment? 97% des vêtements en France que nous achetons, on les importe. C'est vertigineux de mesurer ce que l'industrie textile aujourd'hui représente quand on regarde en arrière. Et le sujet, c'est pas seulement ce qu'on importe, c'est le type de vêtements qu'on apporte. Aujourd'hui, l'industrie du textile, c'est devenu le troisième motif de consommation d'eau dans le monde. Dans un contexte où on a une multiplication des sécheresses. Donc il y a un enjeu écologique, 4 milliards de tonnes de CO2 émis par cette industrie textile, avec des vêtements qui viennent de loin, donc avec des bateaux pour les acheminer, des avions. Il y a un problème d'impact environnemental compte tenu de la manière dont on les fait. Et un chiffre que je vais vous donner. En l'espace de 10 ans, nous, Français, on a augmenté de 30% le nombre de vêtements qu'on achète. Et pourtant, on ne se change pas plus souvent dans la journée. Avec en particulier des marques qui n'existaient pas il y a quelques années et qui se mettent à proposer 10 000, 12 000, 15 000 nouvelles références par mois, avec de la vente dématérialisée. Et un impact qui est réellement problématique. Il y a une prise de conscience autour de tout ça. Il y a même maintenant des députés de droite qui ont déposé une proposition. Vous savez, il y a 6 mois, même pas, je me souviens avoir été attaqué parce que j'avais défendu le fait qu'on ait un spot de l'ADEME incitant à se poser la question de la consommation responsable. Je me réjouis aujourd'hui de voir des députés de tous bords qui déposent des propositions. Le parti Horizon en particulier a déposé une proposition de loi qui sera examinée au mois de mars et qui dit il faut qu'on arrive à moraliser cette ultra fast fashion pour faire passer le message que on ne peut pas... Alors, il y a plein d'idées. Il y a des questions qui tournent autour de l'affichage environnemental, il y a des questions qui tournent autour de bonus-malus en faisant en sorte qu'en quelque sorte, on demande à celui qui produit un vêtement à bas coût de mettre sur la table une partie de ce que ça va nous coûter, ensuite de le retraiter. Chaque mois, il y a 15 millions de vêtements européens qui sont jetés sur les plages du Ghana, avec les conséquences que ça a en matière de faune et de flore. Parce que... Donc vous allez agir. Ah mais je vous le confirme. On va agir parce qu'on ne peut pas continuer à regarder un scandale à la fois écologique. Certaines publicités, ça veut dire, comme vous le dites, des bonus-malus. Comment allez-vous agir? Qu'allez-vous décider? Moi, je me méfie, au moment où on explique qu'il faut qu'on simplifie, de ce qui consisterait à prendre plein de nouvelles normes. Oui. Si on est honnête. Et alors, en même temps, pour simplifier et donc, pour bien agir. En mars, il y aura des textes et des propositions de loi qui vont arriver à l'Assemblée. Oui. Dans ces textes, il y a quoi? Il y a cette idée, par exemple, poussée par Madame Violent, qui consiste à dire il faut qu'on interdise ou qu'on oblige en termes de publicité à préciser l'impact environnemental. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on augmente le prix avec un dispositif spécifique. Il y a des règles qu'on pourrait poser. On va avoir ce débat avec le Parlement. Ouais, je suis profondément attaché à ce que la représentation nationale, quand elle décide non pas de vociférer comme c'est parfois le cas pendant les questions au gouvernement, mais qu'elle ait décidé à se saisir de son rôle de législateur, on puisse avec elle avancer. On ne pourra pas ne pas légiférer sur le sujet. Bien, Christophe Béchu, vous parliez d'Horizon. Horizon qui veut revenir sur le cumul des mandats. Vous aussi, vous êtes favorable au cumul des mandats? À rétablir le cumul des mandats? Je pense qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Oui. On est passé d'une situation dans laquelle, globalement, on pouvait cumuler la présidence d'une région avec la présidence d'un groupe au Parlement, à une situation aujourd'hui où vous n'avez pas le droit d'être adjoint au maire d'un village de 200 habitants et député. Est-ce que l'Assemblée nationale, depuis qu'il n'y a plus de maire, depuis qu'il n'y a plus d'élus, la façon dont elle a travaillé a radicalement changé? Le fond de ma pensée, c'est qu'on doit aujourd'hui permettre à nouveau
à des femmes et des hommes qui exercent des mandats exécutifs de pouvoir exercer des responsabilités parlementaires. Je le dis en vous mettant très à l'aise. Je considère qu'il ne faut pas élargir ça à des maires de grandes villes, à des présidents de département, à des présidents de région. À des maires de petites communes, bien sûr, qui pourraient être députés en même temps. Exactement, et qu'on retrouve une forme d'équilibre. C'est en tout cas, et ma position à titre personnel, et celle du parti auquel j'appartiens. Et celle du gouvernement ? Non, ça n'est pas la position du gouvernement, c'est celle d'Horizon. Et c'est la vôtre. Et c'est la mienne. Et c'est la vôtre. Bien, l'agriculture, le plan Éco-Phyto est en pause. Nous sommes le 15 février, dans 9 jours, ouvre le salon de l'agriculture. Un nouvel indicateur de mesure de l'usage des pesticides sera-t-il mis en place avant le salon ? Nous y travaillons, nous terminons... Oui ou non ? Est-ce qu'un nouvel indicateur sera mis en place ? C'est dans 9 jours, le salon. Des propositions seront faites avant le début du salon aux organisations syndicales, je vous le confirme. Et vous allez mettre en place un nouvel indicateur ? Je vais être très clair avec vous, Jean-Luc Bourdin. Oui, lundi, parce qu'aujourd'hui, il y en a un. Oui. Il y en a un indicateur. Le NODU. Le NODU, français. Mais il y a aussi un indicateur européen possible. Tout à fait. Le HRI 1. Oui. Donc, si je vous fais les choses de manière plus simple, lundi après-midi, avec le ministre de l'Agriculture, dans une instance qui réunit toutes les parties prenantes. Oui. On a dit, on laisse la semaine à tout le monde pour nous faire remonter les propositions. On est jeudi, la semaine se termine demain. Ma prudence, elle est liée au fait que demain, en fin de journée, nous allons relever les copies des organismes, des structures. Et donc, mais il y aura la semaine un nouvel prochaine, indicateur. Bien sûr, on ne fait pas une consultation pour ensuite décider de ne pas décider. Il y aura une décision prise, le débat, il est légitime. Est-ce qu'on peut continuer uniquement... Je ne vais pas vous demander quel indicateur, mais il y aura un nouvel indicateur. La réponse est oui. Il y aura un nouvel indicateur. Bon, ça c'est très intéressant parce que les agriculteurs attendent beaucoup. Et les écologistes aussi, d'ailleurs, ils ne sont pas en phase sur la question. Ça ne m'avait pas totalement échappé. Ben oui. Pas d'interdiction de pesticides sans solution alternative. Là, vous approuvez, j'imagine. Bien, vous savez, dans ce débat, je lis et j'entends plein de choses. Oui. Le Premier ministre n'a pas annoncé qu'on allait réautoriser des molécules. Il n'a pas modifié les règles de distance d'épandage par rapport aux riverains. Il dit, on met sur pause et on se laisse du temps pour discuter des sujets qui sont au cœur de ce plan Éco-Phyto. Il y a une ligne rouge, c'est la santé publique. Il y a des choses dont on peut débattre, c'est ce qui est à l'intérieur. En clair, est-ce que c'est normal qu'on interdise en France des molécules et qu'on les autorise dans les pays qui sont autour de nous et qu'on laisse entrer dans les rayons de nos supermarchés des produits qui sont faits avec des molécules qu'on interdit à nos propres agriculteurs? Ou c'est pas bon pour la santé et on les interdit pour tout le monde, ou ça pose pas de difficulté, il faut qu'on révise nos règles. Donc, pas de surtransposition. 2, on a mis sur la table 250 millions d'euros pour trouver des alternatives aux pesticides. Oui, c'est insuffisant. Mais on n'arrive pas à les dépenser. À la minute où on se parle, on a une difficulté sur le fait d'organiser le travail. Il faudrait des milliards, dit-on. Mais qu'on commence déjà par utiliser cet argent et par trouver des solutions, et il y a par filière un travail à organiser. Ensuite, les indicateurs. Le débat globalement entre les écologistes et les agriculteurs, on peut le résumer ainsi. Les agriculteurs disent « nous avons considérablement baissé l'usage des pesticides les plus à risque ». Les écologistes disent « le nombre global de pesticides n'a pas assez baissé ». Et les deux ont raison. 97% des pesticides les plus à risque dans ce pays ont été éradiqués au cours de ces 5 dernières années. Et ça, il n'y a pas suffisamment de gens qui saluent à la fois ce que les agriculteurs, mais pour le coup ce que le gouvernement et les pouvoirs publics ont fait dans le domaine. Et en même temps, nous avons à diminuer la dose globale de pesticides qui a des conséquences, y compris sur la biodiversité. 50 000 à 70 000 tonnes de pesticides par an en France utilisés. Voilà. Christophe Béchu, l'objectif de baisser de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030 est maintenu, j'imagine. Le Premier ministre l'a dit. Il est maintenu. Oui. Bon. L'eau. Un exemple. Le département des Pyrénées-Orientales, qui est en sécheresse extrême. Et j'ai entendu les agriculteurs, j'ai entendu les maraîchers. Ils veulent par exemple des pipelines pour amener l'eau. Ils ont besoin d'eau. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez prendre des mesures d'urgence pour ce département et d'autres qui seraient dans la même situation? D'abord, je veux dire... heureusement, il n'y a pas d'autres départements dans cette situation. Non. Et vous avez raison de dire à quel point elle est catastrophique. Nous avons un état de sécheresse qui fait que 90% de retard sur l'humidité des sols en cette période. Ça fait 20 mois consécutifs que ce département est en crise et qu'il pleut quasiment pas. Oui. J'aurai l'occasion d'aller là-bas au mois de mars. On a autorisé 7 projets de réutilisation d'eau usée. On est en train de regarder sur des sujets de retenue, d'accompagnement. Il y a ces projets beaucoup plus importants, qui d'ailleurs consistent parfois à relancer des choses qui ont été localement bloquées.
il y a une dizaine d'années, des perspectives de pipeline arrivant de plus haut qui n'ont pas trouvé d'accord de la part des élus locaux à l'époque. Et aujourd'hui, on se propose de relancer certains projets qui n'avaient pas pu aboutir il y a une dizaine d'années. Donc, ce que je dis de façon très claire, c'est que sur ce sujet, sur la nature des restrictions, sur la façon d'accompagner l'année en cours, je retournerai dans les Pyrénées-Orientales dans quelques jours. On a là-bas un préfet qui vient de présenter un plan eau avec des mesures d'accompagnement. Oui, j'ai vu. Il faut bien mesurer, et des habitants et des collectivités qui jouent le jeu. L'été dernier, il y a eu une baisse de la consommation d'eau par les gens, avec des mesures de sobriété qui a permis de diminuer de 30% la consommation sur un territoire, par exemple, comme le Grand Perpignan. Alors, sur les pêcheurs, la pêche va-t-elle bientôt reprendre dans le golfe de Gascogne ? Bien sûr. L'interdiction se termine le 20 février. J'aurai l'occasion de me rendre en tout début de semaine avec Hervé Berville, mon secrétaire d'État à la biodiversité et à la mer, pour aller à leur rencontre. Le Conseil d'État, à la fin du mois de décembre, a considéré que les bateaux de plus de 8 mètres ne devaient pas sortir pour qu'on arrête d'avoir autant de dauphins qui soient capturés parce qu'il y avait un risque pour la survie de l'espèce. On s'est mobilisé, 85% du chiffre d'affaires sera indemnisé. On a mis en place un dispositif 90 millions d'euros, ça nous a coûté 90 millions d'euros, disent les pêcheurs. C'est ce que, ils sont indemnisés à quelle hauteur ? 85% de 90 millions ? Ah non. Ah non. 85% de leur chiffre d'affaires, en considérant qu'il y a évidemment une part de dépenses qu'ils n'ont pas eu, c'est-à-dire la totalité de leur préjudice. On accompagne les marailleurs. C'est-à-dire quelle indemnisation, 80% de leur chiffre d'affaires, ça représente quoi ? Je pourrais vous le dire dans 15 jours, puisque la plateforme... Ils demandent entre 70 et 90 millions. On le saura mercredi. C'est mercredi que la plateforme des demandes d'aide ouvre. On s'est assuré auprès de la Commission européenne que nous pourrions avoir des réponses rapides et qu'on pourrait mettre en paiement dès le début du mois de mars les sommes dont on parle. Un mot de bâtiment. Pour les artisans du bâtiment, est-ce que le label RGE, reconnu garant de l'environnement, deviendra gratuit ? Dans 34 minutes, j'ai rendez-vous avec la CAPEB et avec la FFB pour précisément discuter avec eux de ce sujet et de d'autres. Comment on simplifie les artisans la rénovation et ça leur coûte 500 €. Il n'y a pas que la question du coût. Certains pointent aussi la lourdeur. En disant, pour une grande entreprise, c'est pas cher et c'est pas compliqué. Pour une petite, c'est pas seulement que ça coûte de l'argent. C'est aussi que c'est des papiers en plus. C'est de l'administration. Et nous, on doit trouver le bon niveau entre ce qui permet d'éviter qu'on se retrouve avec des gens qui abuseraient du système. Parce que ce label. Et d'autres qui, à l'inverse, à raison, disent, mais on m'a jamais reproché la qualité de mon boulot et maintenant on vient me demander un certificat administratif. Il deviendra gratuit. Vous saurez ça en fin de matinée. Non, mais bon, non, il deviendra gratuit. Je vois la CAPEB et je réserve aux artisans et au dialogue que nous allons avoir la primeur des annonces malgré l'amitié que je vous porte, Jean-Jacques Bourdin. La CAPEB n'écoute pas, là. Vous savez ? Non, mais... Bon... Allez, je vais terminer sur la loi SRU. C'est très critiqué. 25%, dans les 25% de logements sociaux, il y aura des logements intermédiaires. Quel pourcentage à peu près ? Vous allez fixer des limites ? La loi SRU, qu'on se comprenne bien, elle est parfois très critiquée, mais elle a une vertu. Oui. C'est d'assurer la mixité sociale. Il y a plein de situations dans ce pays. Et vous savez très bien, tous les jours, en parlant vrai, les détresses dans lesquelles les gens peuvent se retrouver, les parcours de vie qui fait qu'on peut se retrouver avec des besoins, les situations de mamans solo, de familles précaires. Bref, si nous n'avons pas un parc social dans ce pays, c'est un peu de notre contrat, de notre mixité et de notre cohésion que nous menaçons. Mais les besoins, ils sont multiples. Ils sont sur du très social et puis ils sont parfois sur du logement qui est abordable. Quand le Premier ministre explique qu'il faut qu'on regarde comment le logement intermédiaire, qui est une forme de logement abordable, doit participer à une offre de mixité, il pointe la question technique, mais qui n'est pas du parcours résidentiel. Notre sujet aujourd'hui, c'est quelle est la bonne part de très social, de social, d'abordable. Est-ce que vous allez fixer une part de logement intermédiaire ? On va discuter avec l'ensemble des acteurs. Moi, je suis très attaché à ce qu'il y ait une part de logement social qui soit conséquente dans ma ville. Donc on pourrait 25%, 20% de logements sociaux et 5% de logements intermédiaires, par exemple. Il y a plein de manières d'imaginer ce type de calcul, en flux, en stock, je ne vais pas entrer dans le détail. Oui, enfin, déjà que c'est compliqué. Le message que je veux vous faire passer, c'est... quand même. Ça n'est vraiment pas l'objet. Je sais, oui. Quelques jours après avoir simplifié sur les étiquettes, quelques minutes avant de recevoir les artisans pour regarder comment on simplifie, l'enjeu c'est de simplifier, mais c'est de ne pas remettre en cause l'objectif. Et l'objectif, c'est la mixité. Est-ce qu'on considère que dans ce pays, on vit de mieux en mieux les uns avec les autres ? Il m'arrive d'avoir des jours où j'en doute. Et donc, dans ce contexte, je ne veux pas fragiliser des dispositifs qui sont des filets de solidarité. Je veux les rendre plus compréhensibles et plus acceptables. Oui, avec une part de logement intermédiaire.
y compris pour qu'on puisse, avec les maires... Dans l'obligation. Et en faisant en sorte de redonner aux maires un pouvoir sur l'attribution des logements sociaux. Ça fait partie de la même annonce, parce qu'on sait aussi que si on permet à des maires de pouvoir mieux accompagner des familles qui sont à l'étroit, ça pourra parfois les inciter à signer les permis de construire, parce qu'ils verront bien la façon dont ça répondra. Qui décideront. Exactement. Merci Christophe Béchu d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio. 0826 300 300, juste après les informations. Vous réagissez évidemment comme tous les jours.